Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous accueillir ici. Dans le cadre des Culturales 2015, on va s'intéresser au biocontrôle. Apprendre le langage des plantes pour mieux les protéger. Alors, je me présente en quelques phrases. Je m'appelle Jean-Paul Hébras. Je suis animateur pour une émission de télévision qui s'appelle Power Boost. Et vous allez voir, au cours de ce show, vous allez apprendre beaucoup de choses sur les relations entre les plantes, les insectes, les plantes entre elles. Enfin, vous allez en savoir plus sur le biocontrôle. Et notamment en compagnie de Claude Momnet, qui va nous rejoindre sur scène. Claude Momnet, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors, vous êtes spécialiste notamment du biocontrôle au sein d'Arvalis Institut Végétal. Alors, premièrement, il faut une définition. Le biocontrôle, c'est quoi? Alors biocontrôle, dans biocontrôle, il y a contrôle, donc pour contrôler des insectes, des maladies ou des ravageurs. Puis il y a aussi bio, donc par des moyens biologiques. Alors on préfère parler en Europe, ou notamment en France, de biocontrôle plutôt que de biopesticides, puisque l'idée c'est plutôt de maintenir les populations de bioagresseurs à un niveau acceptable plutôt que de les éradiquer. Alors, est-ce que le biocontrôle, c'est uniquement la compréhension du langage des plantes? Non, pas seulement. C'est une des voies. La compréhension du langage des plantes est une des voies pour mettre au point des produits de biocontrôle, mais ce n'est pas la seule. Donc quand on parle de biocontrôle, il y a 4 catégories de produits. Les macro-organismes, vous connaissez, pensez aux coccinelles par exemple, qui sont des prédateurs de pucerons. Les micro-organismes, on peut penser à des champignons, des bactéries ou des virus. Les phéromones, dont on reparlera un petit peu plus tard, et puis les substances naturelles. Et dans les substances naturelles, on distingue les substances qui peuvent avoir un effet direct sur les bioagresseurs ou qui peuvent avoir un effet indirect en stimulant les défenses des plantes. Et c'est là où il est important de connaître le langage des plantes. Alors justement, pourquoi il est important de connaître ce langage? Alors, c'est un champ de recherche particulièrement intéressant et séduisant dans la mesure où il est peu exploré et qui peut permettre de mettre au point de nouvelles solutions de biocontrôle et notamment durables parce que les mécanismes que les plantes mettent en place pour se défendre sont inscrits dans les gènes et ont prouvé une efficacité depuis longtemps. Depuis quelques années, on découvre de nouvelles propriétés aux plantes. Les plantes sont des organismes fixes, donc elles n'ont pas la capacité de fuir devant les bioagresseurs. Et donc elles ont développé des capacités à se défendre. Et on sait par exemple qu'elles communiquent entre elles et qu'elles sont capables de, grâce à en émettant des odeurs, à alerter les plantes voisines de la présence d'un insecte ravageur. Donc, autrement dit, les plantes ont une sorte de sens de l'odorat et elles ont capacité à réagir à certaines substances qui sont présentes dans l'air. Dans la même manière, on découvre qu'elles ont une capacité à entendre et à émettre des sons et à réagir aussi à des changements du spectre de la lumière. Alors, vous l'avez dit, les plantes sont capables de réagir à des signaux, c'est ce qu'on pourrait appeler une forme de langage. Ce langage des plantes, est-ce qu'on sait l'identifier, aller un petit peu plus loin? Oui, alors... Ce langage des plantes, c'est précisément la capacité des plantes à émettre des signaux, à recevoir des signaux et surtout de réagir à ces signaux. Donc je vais prendre un exemple. Quand on a une spore qui se dépose sur une plante, il y a contact entre la spore et la plante et il s'établit une sorte de dialogue moléculaire entre la spore et la plante. Autrement dit, la spore va reconnaître si la plante sur laquelle elle se trouve est une plante hôte, si la relation est compatible. Et si elle est compatible, elle va germer. Et de son côté, la plante, en présence du tube germinatif, va identifier la présence d'un champignon, soit parce que le champignon émet des substances toxiques pour la plante, soit tout simplement parce que la plante reconnaît des composés qui appartiennent et qui sont spécifiques des parois de champignons. Et en conséquence, elle va mettre en place des mécanismes de défense. Alors, si on peut aller un petit peu plus loin, est-ce qu'on sait les utiliser ou comment peut-on les utiliser, ces mécanismes? Alors, ces mécanismes, l'idée est simple de dire pour les utiliser, on va simplement mimer la présence d'un bioagresseur, soit avec une molécule de synthèse ou dans le cadre du biocontrôle avec des molécules naturelles ou des micro-organismes. Et donc la plante va réagir. Donc l'idée c'est de la faire réagir soit instantanément pour qu'elle mette en place ses défenses, donc on la stimule pour qu'elle se défende, ou mieux encore, on la stimule pour qu'elle se prépare à se défendre lorsqu'elle sera véritablement attaquée par un champignon. Donc on parle de priming et on n'est pas loin de l'idée du vaccin. Ah, ça c'est intéressant. Et est-ce qu'on est capable de mesurer si justement la plante a réagi ou pas? Comment on peut le voir?
Alors la façon la plus simple, dans le cas d'un pathosystème plante-champignon, c'est de regarder si la plante est moins malade après l'avoir stimulée. C'est un peu long, ça peut être un peu coûteux, donc on préfère parfois tout simplement regarder si les gènes qui sont impliqués dans ces mécanismes de défense ont été activés ou non par les stimulés qu'on a choisi de tester. Alors, on va voir tout cela en images. On va aller dans le laboratoire, donc dans l'équipe de Marie-Noëlle Brisset, et puis on va voir un peu les expériences qui sont menées là-bas, à l'INRA d'Angers. À l'INRA d'Angers, nous travaillons sur le stimulateur de défense des plantes. C'est une catégorie de produits du biocontrôle qui pourrait servir comme alternative aux pesticides utilisés actuellement en agriculture conventionnelle. Et l'objectif principal de notre équipe, qui est menée par Marie-Noëlle Brisset, c'est d'optimiser l'efficacité de ce type de produits au champ. Et nous avons deux principales activités, le criblage de nouvelles molécules et l'étude de leur mode d'action. L'outil qui a été breveté par l'équipe permet de voir si les stimulateurs de défense qui sont des candidats nouveaux pour le biocontrôle stimulent effectivement les défenses. Dans un premier temps, les produits candidats sont appliqués sur des semis de pommiers. Et après un certain temps, on va prélever des échantillons, donc après 1 jour, 2 jours, 3 jours, selon la demande, pour voir éventuellement leur persistance d'action au cours du temps. Ces tissus de pommiers sont ensuite broyés pour en extraire des acides nucléiques. Ces acides nucléiques sont ensuite transformés pour pouvoir voir à quel point ils se sont accumulés à l'intérieur des tissus des plantes. Et les acides nucléiques que l'on va essayer de tracer au cours d'une étape de PCR quantitative sont des marqueurs des différentes voies de défense que nous avons choisi de cibler sur cet outil breveté. Donc cet outil permet notamment de distinguer les produits qui ont une activité stimulatrice de défense directe, c'est-à-dire que le produit, une fois qu'il est appliqué, va directement induire le système immunitaire des plantes. Et par contre, on n'est pas à l'abri de passer à côté de certains produits qui ne sont pas des stimulateurs directs, mais qui sont des produits qui vont mettre en alarme le système de défense des plantes. Et pour révéler cette propriété de potentialisation des réactions de défense des plantes, nous allons utiliser un autre produit qui va mimer l'attaque d'un bioagresseur. Le résultat de toute cette analyse moléculaire se présente sous la forme d'un tableau, une carte de densité, une carte de chaleur. Donc on peut voir ici que les produits qui stimulent directement les défenses des plantes, donc une fois qu'ils sont appliqués, vont faire ressortir certains marqueurs de défense en rouge. Et à contrario, les produits qui ont plutôt une activité de mise en veille du système de défense, à eux seuls n'induisent pas directement les défenses. On voit plutôt des points légèrement bleus ou roses très pâles, c'est-à-dire que les défenses ne sont pas vraiment activées par ce produit. Par contre, quand on met le produit qui mime l'attaque par un bioagresseur, ici le peroxyde d'hydrogène, on voit qu'on a une activation de ces voies de défense, donc ça veut dire bien que le produit a mis en état d'alarme le système de défense et qu'il répondra plus vite en cas d'attaque par un bioagresseur. C'est une méthodologie qui est plus rapide et moins coûteuse que des essais de protection. Le concept a été transposé à d'autres espèces comme la vigne, la pomme de terre, la tomate et actuellement sur le blé. Et ce qui nous réconforte, c'est que c'est un outil qui nous a permis de voir que lorsqu'un composé active des défenses chez la plante, il protège forcément contre un des pathosystèmes que nous étudions. Et à l'inverse, tous les produits qui n'ont activé aucune défense sur l'outil n'est pas capable de protéger contre les pathosystèmes que nous avons étudiés. Alors Claude, maintenant on va s'intéresser plutôt aux relations plantes-ravageurs. Alors justement, est-ce qu'il y a aussi des échanges, des informations entre les plantes et les ravageurs ? Alors peut-être avant d'entrer dans ce sujet-là en détail, rappelez qu'on utilise déjà les relations au sein d'une même espèce, au sein des ravageurs eux-mêmes, et on utilise les phéromones sexuels pour réguler un petit peu les relations au niveau d'une même espèce. Ces phéromones sexuels peuvent être utilisés soit pour faire du piégeage, et simplement identifier la présence d'un ravageur, déclencher une intervention, voire même utiliser si les attractifs sont efficaces, faire du piégeage de masse. On les utilise aussi dans le cas de la confusion sexuelle, dans les vergers par exemple, pour diffuser dans les vergers des phéromones sexuels donc, qui vont perturber le comportement des mâles. Donc ce sont les phéromones sexuels femelles
le verger étant saturé, les mâles ont du mal à retrouver les femelles, on perturbe leur production et on diminue les populations. Donc ça, c'est des choses qui existent déjà depuis plus d'une vingtaine d'années et qui sont utilisées en pratique. Ce à quoi on fait allusion, c'est la relation entre les plantes et les insectes. Et on constate, par exemple, qu'il existe des ravageurs qui sont spécifiques de certaines cultures. On parle de la cécidomie orange du blé, on parle du doryphore de la pomme de terre ou de la pyrale du maïs. Donc il y a une relation spécifique entre le ravageur et la culture. Et derrière cette relation spécifique, il y a des messages chimiques et c'est l'objet de l'écologie chimique que de décoder quels sont les messages chimiques qui régissent cette spécificité. Alors on va aller justement dans le laboratoire de Brigitte Ferraud à l'INRA de Versailles pour voir un peu les travaux qui sont menés. Vous allez voir, c'est assez étonnant. Image. Vous êtes dans un laboratoire de l'INRA où on étudie depuis plus de 40 ans l'écologie chimique des insectes ravageurs des cultures. On me demande assez souvent ce qu'est l'écologie chimique. Alors l'écologie, c'est une science qui étudie les interactions entre des individus qui partagent le même milieu. Donc notre cas, le milieu est un milieu cultivé. Écologie chimique parce que l'on ne s'intéresse que presque exclusivement aux odeurs qui sont émises par les plantes et qui sont utilisées par les insectes ravageurs pour les coloniser et pour y pondre. Nous avons actuellement un exemple de choix qui est la bruche de la févrole, insecte strictement ravageur de cette plante. Nous avons démontré par des tests de comportement que les fleurs de la févrole ainsi que les gousses sont attractives pour la bruche. Dans un second temps, nous avons prélevé ces odeurs en privilégiant une technique qui s'appelle la SPME. Ces odeurs ont été injectées dans un chromatographe en phase gazeuse couplé à un spectromètre de masse, ce qui nous permet de séparer les différents constituants et de les identifier un par un. Nous avons testé chacune des odeurs identifiées sur les antennes de l'insecte, et les antennes sont en fait son nez. Ainsi, nous avons pu déterminer quelles étaient les substances qui avaient une activité et qui intervenaient dans le processus de reconnaissance de la plante. Nous avons ensuite reconstitué le mélange à partir de produits de synthèse et pour valider cette identification, nous l'avons testé soit en comportement, soit en les plaçant sur des pièges dans la culture. L'objectif de notre travail est de l'identification des substances attractives et de les utiliser à notre profit, et notamment dans la lutte contre les ravageurs, soit par piégeage massif, soit par confusion olfactive, mais aussi en orientant le travail des sélectionneurs. Alors concrètement, c'est un peu abordé, mais ça mérite d'y revenir. Concrètement, pour l'agriculteur, comment cela peut-il être mis à profit ? Alors l'idée, en tout cas les espoirs, c'est de trouver de nouveaux attractifs, peut-être plus puissants que ceux qui existent, notamment pour attirer les femelles, par exemple en dehors des parcelles, pour éviter qu'elles viennent pondre dans les cultures ou les attirer de façon très localisée sur certaines parties de la parcelle et les traiter de façon très ciblée. Et puis si on dispose d'attractifs encore plus puissants, on peut imaginer de faire du piégeage de masse. Donc tout reste encore à inventer pour la valorisation de ces attractifs. D'accord. Alors là, maintenant, on va faire un petit jeu. Vous avez des boîtiers, si vous voulez bien les prendre dans vos mains. Alors, vous voyez des touches, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a la touche OK. Et je vais vous poser une question qui va apparaître juste derrière moi. Quand, à votre avis, le premier produit de biocontrôle a-t-il été utilisé ? Alors, est-ce que c'est au 19e siècle, choix numéro 1 ? Est-ce que c'est en 2012 ou depuis 2012, choix numéro 2 ? Alors, c'est très simple, il va falloir choisir 1 ou 2, et puis vous votez, et vous allez avoir 10 secondes uniquement pour voter. Top chrono, 10 secondes, il faut appuyer touche 1 ou 2.
Alors, la réponse, vous pensez à 86% que le premier produit au biocontrôle a été utilisé au 19e siècle et puis à 13% depuis 2012. Claude Monet, la bonne réponse, c'était quoi? Ben, la bonne réponse est la réponse 1. Le biocontrôle dérive de la lutte biologique et la lutte biologique, historiquement, date du 19e siècle. On la doit à un entomologiste américain qui a constaté des ravages dans les cultures d'agrumes en Californie, ravages dus à une cochenille australienne introduite accidentellement. Il a l'idée et la pugnacité de dire si les Australiens ne sont pas embêtés avec ça, c'est qu'il y a probablement des solutions là-bas. Et donc il va chercher une coccinelle en Australie. Alors différents candidats, mais la coccinelle se révélera le meilleur candidat. Donc il la ramène en Californie et c'est le début de la lutte biologique. Alors pour la France, ceux qui ont répondu 1912 n'ont pas tout à fait tort, puisque c'est à cette date-là que la lutte biologique a été introduite en France grâce à un professeur de l'INA à l'époque, qui est aujourd'hui à Gros Paris-Tech. D'accord. Alors, deuxième question test, elle s'affiche juste derrière moi. Alors, en 2015, est-il vrai qu'environ 5% des hectares, donc en France, vont mettre en œuvre une solution de biocontrôle? À votre avis, est-ce vrai? Et dans ce cas-là, c'est la touche 1. Est-ce faux? C'est la touche 2. Top chrono, 10 secondes pour voter. 5%. Alors, à votre avis, c'est vrai à 76% et faux à 23%. Claude, vrai ou faux? Oui, c'est vrai, 5% est la meilleure estimation qu'on ait du marché du biocontrôle aujourd'hui en France, en hectares ou en valeur. Donc 5%, c'est pas si mal. Alors, on va voir ce qu'est le biocontrôle aujourd'hui. Est-ce qu'il existe des solutions qu'on peut appliquer dès à présent? Ben oui, on va aller les voir justement, puisqu'on les a juste derrière là. Vous avez quelques échantillons de produits que les agriculteurs peuvent déjà utiliser, et qu'ils utilisent d'ailleurs déjà. En grande culture surtout, puisque ce dont on va parler, ce sont des solutions de biocontrôle en grande culture. Il y a peu de solutions aujourd'hui, donc en grande culture, et c'est important en tout cas de mentionner qu'il en existe. Alors on démarre par le maïs peut-être. On a évoqué tout à l'heure les différentes catégories de produits de biocontrôle. On a évoqué les macro-organismes, donc on va commencer par ceux-là. Bon, peut-être que certains d'entre vous connaissent, puisque c'est très ancien, la lutte contre la pyrale du maïs grâce au trichogramme. Donc l'idée, elle est simple, c'est de diffuser de façon inondative dans une parcelle de maïs des micro-guêpes, donc appelés trichogrammes, et qui vont aller pondre dans les pontes de pyrale, donc qui vont parasiter les œufs de pyrale. Et donc c'est grâce à ce type de diffuseur où on trouve donc les futurs adultes de trichogrammes. Donc il y a des petits orifices, je ne sais pas si on les voit à la caméra, donc qui permettent aux adultes de sortir, et donc ils vont aller prospecter les feuilles de maïs pour y trouver les pontes de pyrale et pondre à l'intérieur des pontes de pyrale. Donc, ce qui fait qu'on élimine finalement la pyrale. Alors, inutile de dire que c'est assez technique puisqu'il faut mettre en place ces diffuseurs au moment précis où les pyrales vont aller pondre. Donc, ça suppose de bien connaître la biologie du ravageur et même de prévoir ses vols. Alors ça, c'est pour un exemple du côté des micro-organismes, des macro-organismes, pardon, et du côté des micro-organismes, un produit ici à base de bactéries. Il s'agit d'un produit qui est appelé Balade, et il s'agit d'une bactérie Bacillus pumilis. C'est un bacillus qui produit une substance, un métabolite qui a une activité fongicide et qui va inhiber les ascospores de Sclerotinia. Donc on a finalement une bactérie qui produit une substance à effet fongicide, et donc elle est proposée associée avec un fongicide conventionnel, et donc un bel exemple de complémentarité entre le biocontrôle et des produits conventionnels. L'un permet de renforcer l'autre et l'autre permet de réduire les doses de produits conventionnels.
Alors ça, c'est pour les micro-organismes. Pour les substances naturelles, 3 exemples. Un exemple d'origine minérale, le SLUX, qui est un anti-limace et qui est à base de phosphate de fer. Donc on est bien sur des substances naturelles d'origine minérale et qui est formulé ici en microgranulés, des microgranulés à base de blé dur, et donc qui sont des appâts pour les limaces. Alors la limace consomme l'appât et ça coupe immédiatement la consommation, et les limaces se retirent et meurent dans leurs abris, ce qui est aussi peut être intéressant en production légumière, par exemple, qui évite de récolter des cadavres de limaces en même temps que la récolte. Vaxiplan, donc un produit, substance naturelle à base d'algues, donc on est du côté d'origine végétale. Donc c'est issu d'une algue brune, qui est d'ailleurs consommée en cuisine au Japon, et la substance elle-même, une sorte de sucre. Et là, on retrouve le dialogue avec les plantes, puisque c'est un stimulateur de défense des plantes, donc il va induire chez la plante des réponses. Et c'est utilisé pour lutter contre la septoriose du blé en association avec le T1 du blé. Et puis un dernier exemple, donc récemment homologué, c'est une homologation de 2015, ce qui signifie qu'il y a de l'activité aussi en matière d'homologation en biocontrôle. C'est de l'acide non-anoïque, c'est issu d'huile de colza. Et c'est un dessicant, et donc c'est utilisé comme une sorte d'herbicide total, et en grande culture, utilisé pour le défanage de la pomme de terre en combinaison avec du défanage mécanique. Très intéressant. Qui aurait pu croire il y a quelques années qu'on aurait pu avoir des produits extraits de l'huile de colza qui auraient un effet herbicide, par exemple, ou défanant en grande culture. Alors Claude, la vraie question qu'on se pose, c'est concrètement ces produits, est-ce qu'ils sont efficaces? Est-ce qu'on peut comparer l'efficacité aux autres produits? Oui, alors c'est efficace, mais il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, les produits de biocontrôle ont une efficacité partielle. On n'est pas en mesure de se substituer, pour la plupart d'entre eux, totalement à des produits conventionnels. Donc aujourd'hui, on est dans une insertion aux côtés d'autres solutions dans des itinéraires de façon à compléter, renforcer, régulariser l'efficacité. Mais il est permis d'espérer qu'on progresse et qu'on puisse substituer, régulariser l'efficacité et se substituer davantage aux solutions conventionnelles. Mais pourquoi on a de bonnes raisons de croire que justement ça va progresser? Simplement parce que les indicateurs sont plutôt tous au vert. Si on regarde du côté du consommateur, et notamment autour des problématiques résidus, il y a une vraie attente pour des solutions différentes. Si on se place du côté des utilisateurs, que ce soit les agriculteurs ou les techniciens, il y a un intérêt qui est marqué, c'est ce que disent les enquêtes, 75% des agriculteurs et 89% des techniciens sont intéressés par le biocontrôle, donc il y a une attente de ce côté-là. Du côté des pouvoirs publics, il y a aussi une volonté de soutenir le biocontrôle en faisant des cas particuliers pour le biocontrôle au niveau de la réglementation, en essayant d'accélérer le processus d'homologation, ou en soutenant la recherche avec des appels à projets spécifiques. Et puis il faut dire qu'il y a aussi, que ce soit la recherche publique ou la recherche privée, ces dernières années, des efforts de restructuration, d'organisation et d'interaction entre le public et le privé pour faire émerger de nouvelles solutions. Alors vous allez voir justement qu'il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent dans ce secteur, des fois des petites, des fois des plus grosses. Il y a un syndicat qui les regroupe, il s'agit de l'IBMA, et nous avons interviewé son président. Image. Les entreprises de produits de biocontrôle sont très diverses. Elles vont de la start-up à la très grande entreprise, d'une activité spécialisée sur les produits de biocontrôle à des activités diversifiées, avec un total de 34 sociétés aujourd'hui à IBMA. On voit que la dimension stratégique du secteur devient incontournable, et les principaux acteurs de la protection des plantes développent aujourd'hui des produits de biocontrôle dans leur recherche et commercialisent des solutions de biocontrôle. Certaines sociétés d'ailleurs depuis de longue date, et d'autres depuis moins longtemps, récemment même, avec le rachat de plusieurs sociétés par les groupes internationaux. Toutes ces entreprises de biocontrôle sont représentées en France donc par notre association IBMA France. Ce secteur d'activité est en plein développement.
Il déploie des activités de recherche très importantes, dont les résultats d'ailleurs se mesurent par les innovations qu'elles génèrent. Ainsi, selon le ministère de l'Agriculture, en 2014, un quart des autorisations de mise sur le marché de produits phytosanitaires a concerné les produits de biocontrôle. La récente annonce du lancement d'un consortium public-privé sur le biocontrôle est gage par ailleurs d'une dynamique renforcée autour d'une recherche collaborative en faveur tout à fait du biocontrôle. Les produits de biocontrôle pourraient voir en France leur part de marché dans le cadre de la protection des plantes au global tripler, on va dire, sur les 5 à 7 prochaines années. Un quart des homologations en 2014 étaient des produits biocontrôle, donc c'est important. Alors Claude, juste pour finir, si jamais il y a un produit, une innovation, quelque chose qui vous reste à l'esprit, qui montre que ce secteur est effectivement en pleine explosion, en pleine innovation, ça serait quoi? Alors c'est peut-être un petit coup de cœur personnel pour une innovation qui est particulièrement créative. Tout le monde consomme des fraises en ce moment. Tout le monde sait que les fraises sont fragiles, on peut trouver du botrytis sur les fraises. Par ailleurs, en culture sous serre, on utilise des bourdons pour favoriser la pollinisation, pour favoriser la production de fruits. Donc c'est un bourdon Bombis terrestris. Et donc l'idée originale et intéressante, c'est d'utiliser ces bourdons pour en faire des docteurs volants, donc flying doctor. Et donc de placer à la sortie des ruches une sorte de pédiluve où les bourdons vont se charger en spores d'un champignon qu'on appelle Gliocladium catenulatum, peu importe le nom, un champignon issu du sol, mais qui est un hyperparasite du botrytis. Donc ce sont les bourdons qui vont se charger d'apporter les spores sur les fleurs pour mieux contrôler le botrytis. Je trouve ça très élégant. Tout à fait. Des bourdons qui sont le relais, donc pour justement aller porter les spores, pour aller soigner les plantes, vous avez employé le terme de Flying Doctors. Alors maintenant, ça va être à vous de nous poser des questions. On va vous donner des micros. Qui pose la première question, c'est l'occasion d'échanger et puis de répondre à vos interrogations. Ou si vous avez un témoignage, ça peut être aussi l'occasion. Qui prend la parole en premier? Il suffit juste de lever le bras. Qui se dévoue? Pour la première question. Alors, on passe à la deuxième question, exactement. Pour la seconde question, monsieur, merci beaucoup. Si vous voulez bien vous présenter. Oui, donc Rémi Lasbrook, je travaille dans une chambre d'agriculture et je me posais la question de tout ce qui est purin d'ortie, etc. Est-ce que c'est des choses qui sont évoquées aussi ou pas du tout? Ben, ça fait partie du champ du biocontrôle, puisqu'il s'agit de substances naturelles. C'est peut-être un peu plus difficile avec un purin d'ortie de savoir exactement ce qui marche en termes de régularité, etc. Mais ça fait partie du champ du biocontrôle. Et d'ailleurs, historiquement, au plan réglementaire, vous vous souvenez, il y a quelques années, il y a eu une espèce de guerre de l'ortie pour donner un cadre d'utilisation à ces solutions-là. Donc, il existe aujourd'hui. C'est des choses qui sont testées. Alors il y a un rapport, pour ceux qui le souhaitent, sur Internet que vous trouverez, où il y a une synthèse sur les propriétés, essentiellement d'ordre alimentaire, mais du purin d'ortie. Autre question, remarque, témoignage, monsieur? On va vous transmettre un micro. Oui, Vincent Guyot, le travail sur la bruche, on peut attendre des résultats pour quand? Parce que les Égyptiens, ils ont faim. Alors, il faut repréciser le contexte. Difficile à dire. On est encore au stade du laboratoire pour ce qui est de la bruche. Je pense que c'est plus aujourd'hui à prendre comme une illustration de ce qu'on peut faire avec l'écologie chimique qu'un projet d'utilisation à court terme. Donc on n'est pas dans le court terme, et je pense que pour le biocontrôle en général, ce qu'on a dit, les entreprises sont en marche, il faut se donner un peu de temps, 5, 6 ans, pour voir arriver des solutions en masse. Une autre question. Monsieur, dernier rang, on vous transmet un micro.
Oui, bonjour. Donc, je suis champ agriculture et je travaille pour la filière lentilles verts du Puy avec un AOC. Sur le bassin de production, on est de plus en plus embêté avec les problèmes de pathologie du sol. La Phanomyces et puis Fusarium, Pycnium. Donc, ce sont des champignons parasites sur lesquels la lentille est assez sensible ou très sensible et qui se conjuguent avec des problèmes météo, des rotations, etc. Et est-ce qu'en biocontrôle, il y a des choses à venir ou qui sont travaillées actuellement? Claude, est-ce que vous avez des idées? Alors, Aphanomyces, rien de très précis enfin en tout cas de pistes que j'ai pu identifier en matière de biocontrôle. Néanmoins, les champignons du sol peuvent être ciblés par le biocontrôle, simplement en termes d'équilibre de micro-organismes. Modification des équilibres des micro-organismes du sol peut être favorable ou défavorable à un champignon pathogène, et c'est une voie possible. Ça sera peut-être d'autant plus facile d'accéder à des solutions qu'aujourd'hui on n'a pas de solution du tout, et donc dans les usages orphelins, on peut espérer à progresser plus vite finalement. Est-ce qu'il y a une toute dernière question? Monsieur. Bonjour, Damien Cariou. Vous parlez de biocontrôle. Qu'en est-il au niveau des biostimulants? Est-ce que vous avez fait des recherches ou testé des produits? Alors, ce dont on a parlé cet après-midi ensemble, c'est de biocontrôle. Donc, quelque part, ce sont des produits qui ont vocation à lutter contre des ravageurs, des mauvaises herbes ou des maladies. Quand on parle de biostimulants, alors, il y a deux façons d'aborder les choses, soit en termes scientifiques, soit en termes réglementaires, mais il s'agit bien de quelque chose de différent. Les entreprises qui sont concernées par les biostimulants ont proposé une définition des biostimulants, et là, les bioagresseurs ne sont pas ciblés du tout. Il s'agit simplement de fortifier la plante, ou non pas de la nourrir, mais de modifier ses propriétés physiologiques, favoriser son enracinement par exemple, ou agir indirectement sur la qualité du produit. Donc on a la cible, c'est la plante et son fonctionnement. Dans le cas du biocontrôle, ce sont bien des ennemis des cultures. Donc il y a bien deux choses différentes, deux registres différents et deux registres aussi d'homologation différents. Donc il y a une profusion effectivement de propositions en matière de biocontrôle, et pas encore un cadre réglementaire ni au niveau français ni au niveau européen. C'est en train de se mettre en place pour assurer que ce type de produits sont sans risque vis-à-vis du consommateur, de l'utilisateur ou de l'environnement, et aussi ont des propriétés avérées en matière de stimulation.